C'est donc au titre de biophysicien à la faculté de médecine que j'ai entrepris ces études sur le linceul de Turin, étant donné que c'est une des grandes énigmes scientifiques de notre époque que la formation de cette image sur le linceul de Turin. Et en tant que biophysicien, justement, j'ai été orienté vers ce type de rayonnement qu'on appelle le rayonnement de protons, qui effectivement nous ont donné des résultats intéressants sur la formation de l'image sur cette relique prestigieuse. En effet, le noyau des atomes est composé essentiellement de deux types de particules. Les protons, qui sont des particules chargées positivement, et les neutrons, qui n'ont pas de charge électrique. Alors tout se passait comme si l'image avait été formée par des protons, car on pouvait beaucoup mieux expliquer une source de protons provenant du corps humain. Et ces protons, effectivement, comme les rayons alpha, ont une faible pénétration dans un matériau et sur de la cellulose, ils provoquent des oxydations acides de surface qui donnent des colorations de l'ordre de celles qu'on a sur le linceul de Turin. Alors, d'autre part, ces protons permettaient d'expliquer le parallélisme des rayons qui avaient pu donner l'image. En effet, il faut se rappeler que le corps enseveli l'avait été dans un tombeau taillé dans le roc, tombeau qui appartenait à un homme riche, Joseph d'Arimathie, qui s'était fait tailler un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été mis. Et dans ce tombeau, donc, le cadavre se trouvait entre deux masses rocheuses importantes, l'une formant le plafond de la tombe et l'autre le sol, si bien qu'à l'émission, ces protons ont été focalisés d'une part par le plafond rocheux et d'autre part par le sol rocheux, ce qui a rendu leur rayonnement parallèle et a permis l'information d'une image. Ces protons, en frappant la cellulose, donc, l'ont oxydée superficiellement. Alors ceci, c'était au niveau du modèle, de l'hypothèse. Il fallait évidemment mettre ce modèle à l'épreuve de l'expérience, et c'est ce que nous avons essayé de faire en irradiant un tissu de lin expérimental avec des protons. Alors pour faire cette expérience, évidemment, il fallait avoir recours à un accélérateur de particules. En effet, la pénétration dans le lin étant de l'ordre de 40 microns, cela correspondait à des protons ayant une énergie de 1,4 MeV, c'est-à-dire millions d'électronvolts, l'électronvolt étant une unité d'énergie qu'utilisent les physiciens. Et ceci, nous l'avons réalisé au Centre d'études nucléaires de Grenoble, où nous avons trouvé un accélérateur de type Van de Graaff qui pouvait donc délivrer des protons de cette énergie. Alors nous avons réalisé toute une gamme d'irradiations, à partir d'irradiations relativement faibles jusqu'à des irradiations plus fortes. Et alors nous avons procédé à un vieillissement artificiel du tissu irradié. Et là, il y a un procédé qui est très connu et très employé pour effectuer ce vieillissement. Il consiste à placer le tissu que l'on veut vieillir dans un four à 150 degrés pendant plusieurs heures. Pratiquement une heure équivaut à un vieillissement de l'ordre de 1 ou 2 siècles. Et nous avons donc laissé nos échantillons de lin pendant 10 heures dans ce four à 150 degrés et nous avons obtenu effectivement une teinte de fond tout à fait comparable à celle du linceul de Turin. Ici, la partie la plus claire correspond à 1 microcoulomb par centimètre carré. C'est une intensité de charge, si vous voulez. Ensuite, nous avons 2 microcoulombs. Ensuite ici, 4, 6, 8 et 10. Alors ces échantillons, après avoir été irradiés, ont donc été vieillis artificiellement dans un four à 150 degrés. Si bien que nous avons obtenu une teinte de fond du tissu, vous voyez, légèrement bistre clair, qui correspond très exactement à celle du linceul de Turin. Cette irradiation cette coloration est absolument superficielle, car si on retourne l'échantillon,
eh bien cela n'a pas traversé de l'autre côté du tissu. C'est alors que nous nous sommes posés évidemment le problème de l'origine de ces protons qui avaient pu former l'image, puisque au fond tout se passait comme si cette image avait été formée par un flux de protons. Alors nous avons dû constater en premier lieu que cette irradiation ne pouvait pas provenir de la radioactivité naturelle qui est trop faible pour rendre compte d'un pareil rayonnement. À partir de ce moment-là, il a fallu obligatoirement qu'il y ait un apport d'énergie pour extraire ces protons d'un noyau, car ces protons se trouvent uniquement dans le noyau des atomes qui forment notre corps, qui forment toute matière. Alors c'est là où nous sommes posé le problème, parmi tous les noyaux qui composent notre corps, quel est celui qui exige le moins d'énergie pour extraire un proton? Et là, de toute évidence, est apparu que c'était le noyau de deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène lourd, qui est le noyau composé le plus simple qui existe, qui est formé d'un proton et d'un neutron, qui sont liés entre eux. Et il suffit d'une énergie qui est de l'ordre de 2,3 MeV, 1 million d'électronvolts, pour casser ce noyau. Or, les autres noyaux, pour extraire un proton, exigent des énergies 4 fois plus importantes, vous voyez, de l'ordre de 8 MeV. Donc, tout semblait se passer comme si c'était ce noyau qui s'était cassé sous l'effet d'un apport d'énergie, évidemment d'origine inconnue, parce que jusqu'à présent, eh bien, nous n'avons pas trouvé d'explication sur le plan physique pour expliquer l'origine de cette énergie qui a fait casser ce noyau. Mais logiquement, eh bien, tout semble se passer comme si. Alors à ce moment-là, cette hypothèse de travail permettait d'expliquer un autre aspect du problème du suaire, à savoir l'erreur de datation au radiocarbone. Car il paraissait évident à tous les spécialistes que cette datation du Moyen-Âge ne collait absolument pas. Car toutes les études antérieures montraient qu'il s'agissait de toute évidence d'un homme crucifié au 1er siècle, crucifié exactement comme on crucifiait avant l'an 70 à la manière romaine. Les fouets avaient pu être reconstitués, il s'agissait de fouets romains. Là, on avait même pu calculer la dimension de la lance qui avait percé le côté, quand la plaie du côté est restée ouverte, ce qui montre, entre autres, que l'homme était vraiment mort. Et il s'agit exactement des dimensions d'une lance romaine d'émeute du 1er siècle également. Voyez. Oui, alors il faut bien comprendre donc que pour le linceul, ces deux types de rayonnement ont agi. Les protons, qui ont été focalisés par les masses rocheuses et dont les rayons étaient parallèles, qui ont donné une image de la face ventrale et une image de la face dorsale sur le linceul, et puis un rayonnement de neutrons qui, eux, comme ils n'ont pas de charge électrique, n'ont pas du tout été focalisés, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans toutes les directions, et également ces neutrons qui n'ont pas de charge électrique peuvent traverser le corps, vous voyez, de part en part, étant donné qu'ils sont faiblement retenus par la matière. Voyez. Et cette irradiation de neutrons, elle, a intéressé donc l'ensemble du tissu, alors que l'irradiation de protons n'a intéressé uniquement que l'image. Et c'est cette irradiation de neutrons, donc, qui est responsable de l'enrichissement en radiocarbone du linceul et qui a produit donc cette erreur de datation. Erreur de datation qui, je le dis bien, ne met pas du tout en cause la méthode de datation au radiocarbone qui est très valable, mais qui explique qu'elle ait donné un résultat faux par le fait qu'à l'origine, le linge a été enrichi en radiocarbone. Et alors évidemment, on a trouvé dans ce linge beaucoup plus de radiocarbone, ce qu'on aurait dû en trouver, d'où un âge beaucoup plus récent que le 1er siècle également qu'on aurait pu découvrir. Alors que ce qu'il y a d'extraordinaire justement dans le linceul de Turin, c'est que cette brisure du noyau de deutérium, eh bien, semble s'être produite in situ
c'est-à-dire au niveau même hein, de ces noyaux, et non pas venant de l'extérieur. On ne voit pas d'ailleurs d'où pourrait-elle venir. Et puis alors ce qui est troublant également, c'est que cette quantité d'énergie qui a fait casser ces noyaux, eh bien, elle a été finement dosée. Elle a été finement dosée, car si elle avait été plus forte, l'image aurait été noircie. Si elle avait été plus faible, l'image aurait été trop pâle. Tandis que là, nous avons vraiment une image parfaite. Ce qui nous montre que nous sommes en présence d'un apport d'énergie finement dosé qui a permis l'image. Et c'est là où on voit apparaître évidemment une intention. Et cette intention, évidemment, nous fait sortir du domaine scientifique qui, par méthode, par principe, veut ignorer toute finalité. Et ça débouche évidemment sur la théologie et sur la foi. Vous voyez ?